Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui chez moi sur le podcast. On s'était contacté il y a quelques temps et je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Du coup, pour commencer l'interview, je commence toujours comme ça avec mes invités. Est-ce que tu peux te présenter donc ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Waouh, alors ça va faire un petit peu long. On a le temps. Mon parcours, je vais essayer de le faire assez simple. Moi, j'ai fait des études de lettres de manière très classique, une prépa. Et après, j'ai été à la fac un petit peu. J'ai vite lâché parce que j'étais pas très bien là-bas. Et puis, j'ai travaillé dans l'événementiel. J'ai intégré une première entreprise, puis une deuxième dans la communication événementielle, plus spécialisée dans les animations artistiques. On organisait vraiment uniquement la partie artistique des événements avec des échassiers, jongleurs, danseurs, comédiens, etc. Et puis, j'ai quitté cette entreprise, j'ai eu un enfant. Et après ça, je me suis dit, j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un. Donc, mon idée de départ, c'était vraiment d'être indépendante. Et j'ai regardé comment je pouvais faire, de quoi je pouvais vivre. Dans l'activité que j'avais avant dans cette agence événementielle, ce que j'aimais bien, c'était la partie communication rédactionnelle. Puis j'ai fait des lettres, donc c'est assez logique en fait. Et donc je me suis dit, tiens, si j'essayais rédactrice web. Et j'avais une amie de prépa justement qui était, elle, déjà rédactrice depuis quelques années. Et je l'ai contactée et puis elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait au quotidien. Je me suis dit, mais c'est complètement ça, je vais me lancer comme ça. Donc 1 an après la naissance de ma fille, je lance mon activité en freelance comme rédactrice avec pour seule ambition d'être indépendante en fait. Ce qui est déjà pas mal, mais j'étais pas du tout dans la perspective de monter une boîte. Et puis on s'est retrouvés, donc Aurore, qui est aujourd'hui mon associée et moi, à travailler côte à côte dans des espèces de coworking. Là, voilà, on est à côté. Moi, ça fait juste quelques mois que j'ai lancé mon activité et je commence à avoir quelques clients. Et puis, elle devait refaire son site internet et moi, je devais en faire un. Et on se dit, tiens, et si on faisait un site ensemble ? Voilà, là, on se dit, OK, c'est quoi l'URL ? Il y a tous ces sites rédaction-web.fr. Enfin, on se dit, non, on va trouver un autre nom. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? On va trouver un truc un peu sympa. Donc, on a choisi ce nom, Les Chuchoteuses. Et c'est donc à ce moment-là qu'est née Les Chuchoteuses, d'un site internet en fait. C'était pas, encore une fois, une ambition entrepreneuriale, c'était un site. On a bien aimé ce nom et il se trouve qu'il a aussi eu cet écho-là auprès des clients qu'on a essayé de chercher ensemble du coup. On s'est dit on va mettre nos 2 cerveaux en commun et puis comme ça on fera de nouvelles choses. Voilà. Et c'est vrai que les premiers clients qu'on a eus ont accroché avec ce nom. Et donc en fait on a créé une marque sans le chercher. Et puis voilà, on s'est développé comme une agence. Mais au début, on était toujours freelance et on avait cette démarche de freelance. Et puis à un moment donné, on s'est dit, non, mais il faut qu'on passe à la vitesse au-dessus. Et puis, on a créé une entreprise, en fait. Et c'est vraiment là qu'est née la démarche entrepreneuriale. C'est vraiment lorsqu'on a créé les statuts et lorsqu'on a créé une SARL, pour commencer, que cette idée d'entrepreneuriat est née. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là avec une agence digitale, avec toujours cette partie édito qui est très importante pour nous. C'est notre cœur de métier, la rédaction. Mais on a développé avec d'autres services aux entreprises, comme les réseaux sociaux, du contenu vidéo, des sites internet, tout ce qui est contenu web. Voilà. Après, il y a encore un autre projet qui est né. Donc, je ne sais pas si c'est toujours dans cette première question que je dois y répondre. Si, complètement. Si tu peux continuer. OK. Il se trouve qu'après cette agence, on a beaucoup travaillé avec les entreprises de la tech et puis des entreprises même plutôt, par exemple, des RH qui sont amenées à se transformer digitalement. Donc, on a beaucoup parlé de transformation digitale. Et la transformation digitale ou le digital sur le web,
Pour nous, il y avait un côté un peu trop carré dans la manière d'en parler. Il manquait un petit peu ce côté humain, storytelling. Et nous, on a essayé de faire ça au travers de nos contenus. On s'est présenté comme des conteuses numériques. Et chemin faisant, à force de devenir des conteuses numériques, on s'est dit, mais si on faisait entendre notre propre voix. Et donc, au lieu d'être des chuchoteuses pour nos clients, de dire chut et d'écouter, de faire écouter ce qu'on a à dire sur le numérique. Du coup, on a créé un média qui s'appelle Chut, qui existe depuis maintenant 1 an en ligne. Voilà, qui se trouve sur chute.media. Là, on lance un format papier dans 3 semaines avec l'idée de démocratiser les enjeux du numérique. Aujourd'hui, en fait, le digital, le numérique, c'est partout. On est tous concernés par ça. C'est pas juste une poignée de pros qui sont concernés. Et c'est des enjeux de société importants, en fait. C'est des smartphones qui ont envahi nos vies. Cette sensation, parfois aussi, d'être dépassé par les technologies. Aujourd'hui, on a besoin un peu de reprendre le contrôle aussi là-dessus. C'est vrai que si on cherche des contenus sur le numérique, sur la transformation numérique de notre société, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement en fait. Il y a des médias qui font des numéros spéciaux, des dossiers, mais c'est plutôt la presse généraliste. Et en kiosque, il n'y a pas forcément cette dimension-là. Il y a un média qui existe qui s'appelle Ouzbek Erika qui fait ça très bien, mais c'est plus un média sur le futur. C'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs, le média qui explore le futur. Et nous, ce qu'on propose en fait, c'est plus de montrer comment le numérique a un impact aujourd'hui sur notre vie, mais que ça se transforme maintenant en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant tous les jours, en bien comme en moins bien? Comment une appli comme Yuka fait de nous des consommateurs différents, des consommateurs plutôt acteurs de notre consommation? Comment un mouvement comme MeToo a un écho dingue sur les réseaux sociaux? Tout ça est né sur les réseaux sociaux. La marche pour le climat, c'est pareil. Mais comment aussi, à l'inverse, il y a des problèmes avec les fake news, le cyberharcèlement, avec des sujets un peu qui fâchent ou qui inquiètent, comme l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour des écrans aussi, pour les enfants, pas seulement. Et nous, l'idée avec ce média, c'est d'explorer ces facettes du numérique et de reprendre un peu le pouvoir là-dessus, en ayant une meilleure compréhension de ces enjeux, en comprenant ce que c'est qu'un algorithme, en essayant de rendre accessibles des sujets qui peuvent paraître un peu obscurs, ou qui peuvent faire peur, ou voilà. Bon, super, merci beaucoup. Pour refaire un peu le fil de ton parcours, pour revenir un petit peu au début, donc ce que tu disais, c'est que tu as fait des études de lettres et ensuite tu as été à la fac pour faire des lettres aussi déjà. Est-ce que tu as une idée ou tu te rappelles de ce qui t'attirait dans ce monde-là, le monde des lettres? Alors, le problème, c'est que je cherchais pas du tout un métier là-dedans. Okay. Ça commence mal. J'aimais bien lire et je crois que ça s'arrêtait là. Et j'ai très vite compris, en fait, qu'à l'époque, en tout cas, quand on faisait des études de lettres, on devenait soit prof, soit prof. Okay. Et du coup, je n'avais pas envie d'être prof. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, ça. À l'époque, il y a quelques années, en fait, maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, un peu plus, ouais. Enfin, quand on faisait des études de lettres, ouais, il n'y avait pas d'autres opportunités. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, justement, il y a une profusion de contenu. On a besoin de personnes qui savent écrire. Et je pense que c'est un vrai atout, en fait. Mais non, si c'est ta question, à l'époque, je savais pas du tout pourquoi je faisais ça. C'était un peu la voie comme ça que tu as choisi un peu au pif-o-mètre ou parce que je me disais, au moins ça, j'aime. Mais j'avais pas d'idée de travail derrière. C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. Hein. Donc tu as arrêté et ensuite tu t'es lancé dans l'événementiel, c'est ce que tu disais. Là, à ce moment-là, pourquoi l'événementiel? C'est venu à toi ou c'est toi qui as cherché un peu ce monde-là? Qu'est-ce que tu... C'est venu à moi, ouais. C'était un peu un hasard, en fait. Hein. J'ai mis du temps, je pense, à trouver ce que j'avais envie de faire et c'était intéressant que je passe par plusieurs expériences comme ça. Mais bon, après, la com et les lettres, il y a une vraie passerelle entre les deux. C'est assez logique aussi, mais la com événementielle, en plus, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Il y a un côté un peu stressant dans l'organisation d'un événement. Et en fait, ça m'épanouissait pas beaucoup. Il fallait que je trouve un travail, il fallait que je trouve de quoi manger. Et donc, c'était un peu un choix par défaut. Franchement, je suis désolée, je suis pas du tout là. J'ai pas du tout des 20 ans. Je savais pas du tout où j'allais. Je comprends totalement parce que quand on sort des études, on n'a pas forcément une idée toute faite de ce qu'on veut faire. C'est super compliqué. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est que c'est en faisant plusieurs choses, plusieurs métiers, en voyant l'événementiel, la communication, tu as pu te rendre compte de ce que tu voulais faire. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est au moment où tu as eu ton enfant, tu as décidé d'être indépendante.
Pourquoi l'arrivée d'un enfant, ça t'a donné envie de devenir indépendante? Pour avoir plus de temps, pour gérer ton temps? Clairement, il y avait cette idée-là, ouais, d'avoir une maîtrise de mon temps. Je voulais vraiment plus avoir un patron. Ça, c'était une évidence, ça s'était pas bien passé. Je voulais plus. Voilà, c'était évident. Je pouvais plus travailler pour quelqu'un. Et après, avec ma fille, en fait, c'est vrai que c'est un peu un cliché, hein, mais franchement, ça m'a donné une force que je soupçonnais pas, en fait. Ça m'a donné plus de confiance en moi, je crois. Donc, ouais, et puis j'ai tout de suite vu que ça serait hyper pratique pour aller la chercher à la crèche, etc. Il paraît qu'il y a beaucoup de femmes qui montent des entreprises en ayant eu un enfant, que c'est au contraire un moteur, en fait. L'association de Marlène Schiappa, j'ai perdu son nom à l'instant, là, mais j'ai déjà écouté plusieurs témoignages de femmes comme ça qui expliquent que c'est vraiment en ayant un enfant qu'elles ont eu envie de monter une boîte. Ouais, bah peut-être que avoir un enfant, ça permet de se redécouvrir ou au moins de se dire bon, maintenant j'ai envie de me découvrir. Et ce que tu dis aussi, c'est que ça rend plus forte et on se sent peut-être capable de, je sais pas, soulever des montagnes et de faire maintenant ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors soulever des montagnes, ça met du temps à venir, hein, cette idée. Hein. Nous, les femmes, il y a ce problème de confiance en soi. C'est plus, en tout cas, d'essayer, d'oser essayer. Et puis après, il y a quelque chose de très pratico-pratique. C'est que, en fait, quand on a un enfant, on a moins de temps pour soi. Et du coup, j'ai l'impression qu'on veut aussi peut-être plus le temps qu'on a pour soi. On a envie qu'il soit plus efficace. On a moins le temps pour... Moi, je me vois avant d'avoir un enfant, j'étais assez mélancolique. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Etc. Après avoir eu un enfant, j'ai plus le temps, en fait, de penser à ça. Il fallait y aller, quoi. Et je crois que ça m'a aidé de manquer de temps. Ça m'a permis de mieux m'organiser aussi. Quand on a vraiment un peu de temps, voilà, le temps qu'on a pour soi, on veut bien l'utiliser. Je crois que c'est être ça un peu. Ouais, c'était dans l'optique que j'ai plus de temps à perdre. Maintenant, le temps que j'ai pour moi, comment je vais l'utiliser et autant que ça me fasse plaisir et que je sois épanouie là-dedans. Et donc, du coup, tu as décidé d'être freelance. Est-ce que tu aurais pu aussi vouloir monter ta boîte directement? Comment ça t'est venu, le freelance? Je me revois à l'époque, mais j'aurais jamais pensé faire monter une boîte. Ça me venait pas à l'esprit, en fait, de faire ça. J'avais vraiment cette idée d'indépendance et encore maintenant, je trouve que je suis toujours entrepreneur avec cette idée d'avoir mon indépendance, de garder mon indépendance financière. J'ai été guidée, je crois que c'était ça le principe de base, être indépendante. Et puis, choisir mes clients. Enfin, il y a cette dimension-là. Un client, c'est pas un patron, même si parfois ça peut y ressembler un petit peu. Mais un client, il y a une relation qui se crée avec lui. On est plus partenaire. On a des clients avec qui on s'entend très très bien. Il y a une super relation qui se crée au fil des années. C'est pas, c'était ça le... Je sais pas si ça répond bien à ta question, en fait. Si, complètement. Tu n'avais plus envie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu n'avais plus envie d'être contraint par un patron. Et de l'autre côté, tu avais envie d'être indépendante, que ce soit financièrement ou justement dans le choix de tes clients, etc. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a un peu deux possibilités. C'est d'être freelance et de monter sa boîte. Après, monter sa boîte, je pense que si ça demande déjà plus de savoir un peu plus vers où on veut aller, etc. Et peut-être que toi, tu as choisi le freelance parce que voilà, tu savais déjà faire des choses et que tu pouvais l'exploiter comme ça. Ça me permettait aussi de gagner tout de suite ma vie. C'était un projet entrepreneurial, ça peut mettre du temps à générer du chiffre d'affaires en fait. Et le côté freelance, je pouvais proposer tout de suite mes compétences à quelqu'un et facturer rapidement. Et je crois qu'il y avait aussi de ça, il y avait quelque chose d'un peu matériel en fait. Ouais, c'était important pour toi de pouvoir gagner ta vie et de ne pas attendre. Pareil, toujours, j'ai une petite fille, il fallait que je gagne des sous à ce moment-là rapidement. Donc il y avait cette urgence de trouver de l'argent rapidement. Après, j'ai eu besoin de me faire un peu confiance sur ma capacité à gagner de l'argent comme ça. Et à force de gagner en confiance, ça a mis du temps. Je pense qu'il y a cette idée de confiance qui peut être longue. Mais à force de progressivement de gagner en confiance, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire plus que ça, quoi. Et j'en suis capable. Mais je lutte encore avec moi-même tout le temps. Hein. C'est assez quotidien, quoi. Mais à force, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de chemin faisant. Petit à petit, on gagne de plus en plus confiance et c'est agréable. Ouais, c'est un peu la méthode des petits pas. La confiance, elle arrive au fur et à mesure par rapport à ce que tu fais. Quand tu as ton premier client, tu en gagnes peut-être un petit peu, puis ton deuxième, puis ton troisième, etc. Et ça vient un peu petit à petit. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que potentiellement, les femmes, on a moins confiance en nous que les hommes. Apparemment, c'est potentiellement ce que tu dis, que toi, tu as gagné la confiance au fur et à mesure. Comment tu l'expliques ça ? Que ce soit pour la société ou pour toi-même, qu'est-ce qui fait qu'on n'a
pas confiance en nous dès la naissance, quoi. Ah, c'est fou. Je ne sais pas si on n'a pas confiance en nous dès la naissance, mais très vite, quoi. Dès l'enfance. Et c'est triste, mais c'est vrai. Les femmes ont moins confiance en elles. Il paraît qu'on dit à un homme, il n'a jamais fait, je sais pas, monter sur scène, parler à 50 personnes. On lui propose une opportunité de présenter son projet devant beaucoup de monde ou de participer à une conférence. Et on va prendre plutôt la conférence. Il n'est pas forcément très expert sur le sujet, mais c'est une opportunité de visibilité, etc. Il va se dire, j'y vais, c'est une super opportunité. Une femme va dire, je remplis pas les cases, je suis pas légitime, j'ai peur de pas être légitime sur le sujet. Il y a toujours cette idée d'être légitime. Ça doit être la société qui fait ça, qui fait qu'on n'a pas confiance en nous dans les maths, qu'on se croit pas logique. Ça doit être la société qui véhicule cette idée-là. Alors qu'en fait, il paraît qu'on crée des entreprises plus pérennes que les hommes. Il y avait une étude qui était sortie l'année dernière sur le sujet, faite dans le cadre de l'événement La Journée de la Femme Digitale. Donc, on crée des entreprises plus pérennes et je pense qu'on sait très bien gérer une entreprise parce qu'on sait bien gérer une famille, par exemple. Il n'y a pas de problème pour ça. On ne va pas se dire, mais je vais être débordé. Enfin, si, on est un peu débordé, mais voilà, on sait le faire. On se sent capable de le faire. C'est pareil, il y a ce côté-là aussi dans les entreprises. C'est tellement ancré et bien caché que c'est difficile à identifier chez soi parfois, de se rendre compte de certains tics de langage. Il y a tout un tas de choses qu'il faut apprendre à voir, à identifier, et puis après à essayer de dépasser comme on peut, en faisant, comme tu disais, la méthode des petits pas. Oui. Il faut un peu se faire violence, en fait, je pense aussi. Là, dernièrement, je voyais un truc sur les neurosciences. Apparemment, quand on sort de sa zone de confort, au début, c'est le stress, beaucoup de stress, de l'angoisse. À court terme, à moyen terme, il y a un sentiment de satisfaction et à long terme, il y a un sentiment d'épanouissement. À l'inverse, quand on ne sort pas de sa zone de confort, au début, il y a moins de stress. Mais à moyen terme, il y a un sentiment d'insatisfaction et à long terme, il y a du stress. Et donc, je vais parfois vers des choses, clairement, ça me fait peur, je ne maîtrise pas et j'ai vraiment très peur quand je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'une fois que je l'aurai faite une première fois, je vais gagner en confiance. Et la deuxième fois sera un peu moins dure. Et la troisième fois, un peu moins dure. Et peut-être qu'au bout de la 10e fois, je me sentirai vraiment mieux. C'est cette première fois qu'il faut tester. Mais c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est pas toujours facile, mais à force de le faire, bon, voilà. Il faut passer le cap, en fait. Enfin, de monter, on va dire, la première marche. Après, c'est un peu plus simple. Après, selon ce que tu fais, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu plus simple. Donc, c'est un peu ton conseil à donner pour les personnes qui ont potentiellement pas trop confiance en eux ou qui se sentent pas légitimes à faire quelque chose. Mais personne n'est légitime, en fait. On n'est jamais légitime. Sinon, on pourrait écouter tout le monde dire ça. C'est pas évident d'arriver à avoir... parce que souvent, quand on a peur, comme ça, il y a de manière irrationnelle, je pense, tout ce qui est les perceptions négatives de soi qui remontent, au lieu de voir à l'inverse ce qui est positif. Il y a peut-être un effort à faire comme ça pour dire, faut essayer. Puis de toute façon, moi, je crois en l'action. Je pense que c'est en faisant qu'on apprend. Tant qu'on ne fait pas, on ne peut pas savoir. Vraiment, je trouve que c'est un enseignement fort, en fait, l'action. On essaye, on se plante, mais si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas compris pourquoi on s'est planté. Donc la deuxième fois, on parle beaucoup de ça en ce moment, du rebond, etc. Mais c'est parce qu'en France, on a une culture de l'échec ou de la réussite qui est... Voilà, l'échec, c'est pas permis. En fait, au quotidien, moi, je vis plein de petits échecs. Et puis, ça va pas se voir. Pour moi, ce sont des petits échecs. J'ai pas réussi à faire ci, ça. Mais j'ai compris quelque chose quand même. Et puis, je me dis, en fait, ça, c'était pas la bonne direction. Il faut prendre une autre. Je crois vraiment aux vertus de l'action. Et souvent, quand on monte une entreprise, on sait pas par quoi commencer. C'est ce que je vois souvent. Par quel bout prendre les choses. Mais en fait, t'as jamais un moment, t'as jamais une éclair de lucidité qui te dit, mais attends, moi, je commence par là. C'est petit 1, et puis après petit 2, petit 3, et puis tout va dans le bon sens. Ça ne va jamais comme ça. Il n'y a pas de plan. Voilà. Il y a sûrement plein de bonnes manières de commencer. Il y a peut-être des mauvaises manières de commencer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer. Tant que tu n'as pas commencé, tu vas nulle part. Donc, je crois qu'il faut juste se dire, j'essaye ça. Et puis, ça va m'amener vers ça. En fait, ça t'amène vers des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et c'est ça qui construit ton chemin. Cette idée de cheminer, quoi. J'y reviens encore, mais je crois qu'il y a une idée de cheminer. Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est en faisant, c'est ce que tu dis, c'est en simple, faisant qu'on apprend. Oui, c'est rien. Non, mais c'est simple, mais quand... J'invente pas comment on dit Non, mais c'est simple à dire. Après, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué à se mettre à l'action, quoi, parce que quand on n'est pas habitué justement à prendre des risques,
risque à essayer de plus avoir peur de l'échec, comme tu dis. On est une société où on a hyper peur de l'échec et où il faut réussir à tout prix, etc. Donc c'est simple à dire, mais c'est moins simple à faire. Et du coup, toi, c'est un peu comme ça. Donc, tu t'es lancé en tant que freelance. Et après, ça t'a amené sur autre chose. Et donc, vous êtes... tu connaissais déjà Aurore, hein, c'est ce que tu disais, mais vous vous êtes un peu réunis toutes les deux pour monter une agence, même si à la base, c'était pas forcément le but premier. Et du coup, ça s'est passé comment, justement, la création de cette agence? Parce que tu dis, quand on monte une entreprise, on ne sait pas comment on fait. Comment s'est passée la création de l'agence? L'agence, elle existait déjà en tant que marque avec ce nom, Les Chuchoteuses. On a fait un switch progressif, en fait, de freelance à agence. Quand on a monté la structure en SARL, là, il y a vraiment eu cette dimension entrepreneuriale. Mais c'est vrai que sinon, en fait, les clients, on les avait déjà en tant que freelance. On a continué à les avoir en tant qu'agence assez naturellement. Mais ce qui a changé quand on a créé des statuts, on s'est lancé avec cette entreprise, je suis très pragmatique, hein, mais c'est vraiment la dimension argent. Parce que d'un coup, tu as des charges qui sont beaucoup plus importantes. Donc là, les clients, il faut trouver quand tu as 40% de charge, il faut que tu trouves les clients qui te permettent de gagner ta vie correctement, tout en payant tes charges et tout et tout. Et en plus, à ce moment-là, on s'est dit, on prend un bureau. Et ça fait des contraintes qui t'obligent, qui te poussent à aller chercher de nouveaux clients. Donc, c'était très moteur, en fait. Le fait de trouver un bureau, de passer à cette étape-là, c'est ça, en fait, qui s'est passé. Tu dis que c'était très moteur, mais est-ce que c'était pas aussi un peu stressant? Parce que on passe d'un statut à un autre. C'est stressant. Je crois que j'aime vivre comme ça, donc je crois que ça me dérange plus maintenant d'avoir... Voilà. Oui. Ah non. Après, vous étiez deux. Est-ce que aussi ça permet de relativiser, de se serrer les coudes un petit peu? Mais en plus, j'ai la chance d'avoir une associée qui, elle, était déjà indépendante depuis longtemps. Donc, elle avait l'expérience de... Je me souviens de ça au début, quand on se dit, il y a un client qui est parti, on va gagner moins d'argent, comment on va faire? Panique à bord. Et elle dit, on va trouver une solution. On va trouver une solution, tu vas voir, ça va aller. Et moi, j'étais au début, c'est la fin du monde, comment on fait? On peut plus se payer et tout. Mais en fait, si, finalement, tu trouves des solutions, c'est vrai. Et au début, tu es dans le stress un petit peu comme ça, puis petit à petit, tu apprivoises ce stress et t'en fais quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Disons que je crois que ça disparaît un peu aussi parce que tu sais avoir les réflexes. Ok, là, il y a un peu moins de clients, il y a moins de demandes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer autrement? C'est pas des périodes très marrantes. Hein. Quand tu es comme ça, tu as des moments un peu de flottement. Enfin, on en parle aussi beaucoup des montagnes russes dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que ça fait partie des moments un peu difficiles. J'essaye maintenant de ne plus être soit trop dans l'euphorie, soit trop au fond du trou, parce que sinon émotionnellement c'est un peu dur. Quand j'ai une bonne nouvelle, j'essaye, mais c'est dur, d'être un peu moins enthousiaste, en disant tout n'est pas encore gagné. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, on en parle souvent, justement sur mon podcast, il y a plein de mes invités qui disent que c'est vraiment les montagnes russes, et que quand tu as une bonne nouvelle, faut la fêter, mais en même temps, des fois, les bonnes nouvelles, ça apporte de l'exécution derrière, donc peut-être des choses un peu moins bien. Et donc, on oscille toujours un peu comme ça. Donc, toi, ta solution, c'est d'essayer de rester, pas neutre, parce que forcément, il faut aussi fêter les belles choses et les belles réussites, mais c'est un peu de gérer ces montagnes russes, quoi, comme tu dis, parce que un jour, ça va super bien, le lendemain, t'es au fond du trou. C'est un peu compliqué à gérer. Ah ouais, c'est fatigant. C'est fatigant. Non, mais je me dis juste, moi j'ai tendance à beaucoup m'enflammer. Donc je peux aussi à l'inverse être un peu désespérée parfois. Moi je suis pas complètement désespérée, mais en tout cas je m'enflamme très fortement. Donc maintenant j'essaie de tempérer un petit peu ça. Voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est super chouette, mais c'est quoi la prochaine étape? On n'est pas encore là où je voudrais qu'on soit. Mais bon, il y a des moments à fêter quand même. Faut aussi se faire plaisir de temps en temps, se dire c'est bien ce qu'on a fait. Non, c'est sûr, sinon, c'est pas que ça sert à rien, mais je veux dire, quand on a des belles réussites, faut les fêter, il faut en profiter. La suite des choses, donc, c'est que vous avez décidé en plus de l'agence, qui existe toujours, comme tu le disais, vous avez décidé de créer un magazine web, puis papier. Comment ce cheminement il s'est fait en fait entre le moment où vous étiez freelance avec votre agence et ensuite vous êtes dit on a envie de créer ce magazine? C'est quoi un peu votre mission? Il nous manquait un vrai projet qui soit important pour nous deux, qui ait du sens pour nous deux. Et donc ce média a eu d'un seul coup du sens pour nous.
On avait cherché un autre projet avant ça. On voulait créer tout un site pour les petits commerces et tout. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aime toutes les deux en commun, les petits commerces. Mais c'était très compliqué à monter. On rêvait un peu d'un magazine. Et puis, on aime bien l'univers de l'édition aussi. Et on voulait ce côté un peu, à un moment donné, avoir un magazine papier dans les mains et que ça soit le nôtre. Il y a vraiment cette idée aussi d'affirmation de son... Comment dire ? C'est pas pour rien qu'on dit chute, en fait. Alors chute, c'est aussi parce que on trouve qu'on vit dans un monde du web où il y a une infobésité, énormément de contenu, on est noyé sous cette profusion de contenu, c'est extrêmement fatigant. Et donc voilà, on trouve qu'il y a vraiment un bruit digital, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit chute, mais il y avait aussi un peu, c'est un peu ambigu comme terme, on peut dire chut gentiment à quelqu'un, comme on peut dire chut, c'était toi aussi. Mais il y avait un peu cette idée aussi de nous, d'affirmer ce qui était au fond de nous. Et ce qui était au fond de nous, c'était une autre vision du numérique, une vision inclusive, parce qu'on est dans un monde quand même encore très largement dominé par les hommes, n'est-ce pas ? Dans les médias particulièrement, enfin c'est le cas comme dans plein d'autres secteurs, mais enfin, vraiment à la tête des médias, c'est beaucoup des hommes. Les technologies, c'est un monde d'hommes. Et là, on se dit, en fait, il manque cette prise de parole féminine, ce côté tech, cette image de la tech très froide, elle a un côté c'est un peu masculin aussi, en fait, comme image que ça véhicule. Et nous, on a décidé d'ajouter vraiment une dimension plus fraîche, plus dans le lien, dans la connivence. Je ne sais pas si c'est notre part féminine, mais ça manquait, on trouvait, et c'est ça qu'on essaye d'insuffler. Et puis, c'est cette vision qu'on a construite, pas en un jour comme ça, cette vision d'un monde numérique inclusif et accessible. C'est en participant avec un incubateur. On a fait partie de Paris & Co l'année dernière, du programme Mediastart. Et on a accouché de cette vision-là, en fait, en allant là-bas. Ça nous a beaucoup aidés. On a compris aussi, en participant à ce programme, que ce qui était important pour nous, c'était d'abord le média. Parce qu'on avait l'agence Les Chuchoteuses. On a eu cette idée du média il y a 2 ans. On l'a montée il y a 1 an et demi en version web. Et là, en fait, on a géré 2 projets entrepreneuriaux, pardon. On était une agence qui réinjectait ses bénéfices dans la création d'un média. Je parle beaucoup de fatigue, je dois être un peu fatiguée, mais c'était fatigant. Tu me donnes. C'est dur de tenir et l'agence et le média comme ça. Il faut qu'on puisse se payer aussi. On ne fait pas des bénéfices de fou pour pouvoir tout réinjecter dans le média. Et du coup, forcément, tu as un développement qui est un peu entre les deux, en fait, qui n'est pas assez affirmé. Donc, on vivotait un peu comme ça, entre l'agence, le média qui prend de l'importance, mais l'agence, on en a besoin, ça nous fait vivre, et puis on aime bien toujours notre agence aussi. On a eu besoin d'un temps de réflexion qu'on a pu avoir grâce à Mediastart. Et là, on s'est dit, en fait, maintenant, finalement, c'est le média qui compte. Et on a pivoté, comme on dit dans les startups. Maintenant, on est un média qui a une agence qui s'appelle Les Chuchoteuses, mais qui propose aussi d'autres types de prestations. Parce qu'aujourd'hui, être un média, en termes de business model, tu es obligé de diversifier ton business model. Tu ne peux pas avoir juste une source de revenus. Il y a beaucoup de médias qui ont des agences et qui font d'autres choses aussi à côté en parallèle. Donc nous, on propose à la fois des prestations d'agence en marque blanche, voilà, ce qu'on a toujours fait. On propose aussi de sponsoriser certains contenus de chute du média. On propose de faire de l'événementiel, où là, on fait une sélection d'intervenants, de conférenciers. On vend notre magazine papier et on vend des goodies, des carnets et des tote bags associés à notre univers. On a diversifié comme ça et voilà, l'agence est devenue un des pôles du média et on développe chute à fond. Voilà. Ça a dû être un peu compliqué justement de faire ce choix parce que vous aviez déjà l'agence qui était là et ensuite vous avez eu envie de créer un média et donc vraiment comme tu disais, Mediastart vous ont accompagné là-dedans dans le sens où ils vous ont permis de prendre du recul, vous poser peut-être les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui était le plus important pour vous à cette période-là. C'est comme ça qu'ils vous ont accompagné dans cette direction? Ouais, c'était l'année dernière, à peu près à la même époque. Je me disais, mais comment on peut faire ça va pas, parce qu'on publiait à l'époque à peu près un article par jour sur le site. Donc il y a des rédacteurs, journalistes à payer, etc. Faire du contenu aujourd'hui, ça coûte très cher. C'était très intense de gérer l'agence et le média. Et j'ai dit, il faut qu'on trouve quelque chose comme être accompagné, être aidé. Et alors, bien sûr, je voyais toutes ces histoires d'incubateurs, sans trop comprendre à quoi ça servait.
accélérateur, station web, tout ça. Et puis j'ai fait plusieurs demandes. Et en fait, Mediastart est un incubateur. C'est un programme d'incubation. Et ça a très bien correspondu à ce dont on avait besoin à ce moment-là. C'est-à-dire, incubation d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça parce que incubation, t'y es tout le temps. Et nous, en fait, c'était une formation de 1 jour par semaine, chaque lundi, avec différents angles, à la fois business model, vision, pitch, enfin tous les aspects d'une entreprise. Mais ce programme d'accompagnement, en tout cas, je regrette vraiment pas. Ça nous a permis de bien, comme je disais tout à l'heure, de bien positionner notre média. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Qu'est-ce qu'on vend ? Franchement, à l'issue de ces 6 mois, on savait ça, quoi. On savait qui on était, pourquoi on le faisait. Et alors, on a découvert aussi un truc que je trouve passionnant. C'est cette histoire de why. Tu sais, il y a une vidéo de Simon Sinek là-dessus. Bon, voilà. Ouais, j'aime beaucoup. C'était intéressant. On l'a eu un peu tard. Pour le coup, on a un peu regretté de ne pas avoir cette intervention d'une entreprise qui s'appelle Why Stories, qui propose de réfléchir sur le why avec cette idée de poser 5 fois la question « Pourquoi ?» Là, tu vas vraiment au bout. Il y a quelque chose, forcément, si tu montes un projet, ça doit toucher à quelque chose de très profond. Il y a une douleur, c'est ce qu'ils disent en fait. Il y a une douleur et il faut trouver cette douleur. Et si tu l'as identifié, là, finalement, après ton entreprise, tout est cohérent. Tu sais pourquoi tu vends, donc ton business model, pareil, il se construit, même le modèle économique, quoi, il se construit de manière totalement cohérente parce que tu as cette vision claire et précise de pourquoi tu fais ça, quoi. Il dit qu'on n'achète pas un produit, comment il dit déjà, c'est pas le produit qu'on achète, c'est pourquoi. C'est la raison d'être, voilà. un peu du Après, produit. c'est vraiment très à la mode aussi en ce moment. On parle beaucoup justement de ces histoires de raison d'être, de trouver du sens et tout, mais c'est vrai que ça fonctionne en fait. Ça fonctionne et ça porte surtout. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est ce que tu dis, un magazine, un média, c'est pas juste un article ou des articles, ou c'est pas juste un livre, c'est derrière quelque chose que toi tu as envie de transmettre, que vous avez envie de transmettre avec ton associé. C'est vraiment tout ça. Pour revenir un petit peu sur la vidéo dont tu parlais pour les auditeurs, en fait, ce qu'il dit Simon Sinek, c'est en gros, quand tu veux monter une entreprise, il faut d'abord que tu te demandes pourquoi tu veux la créer, ensuite comment tu la crées, et qu'est-ce que tu crées. C'est un peu ça qu'il c'est explique. des 3 cercles. Et en fait, souvent, les entreprises se concentrent sur qu'est-ce qu'elles vendent, au lieu de se concentrer sur le cœur. C'est les 3 cercles avec le cœur, le why, il est au centre. Et après, tu as le comment, et à la fin, tu as quoi. Exactement. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que ça permet d'avoir une bonne vision et vous, ça vous a fait vous rendre compte que c'était ça qui comptait et aussi quelle direction, quel axe vous vouliez prendre dans le magazine, dans le média. Et du coup, donc vous sortez la version papier là dans 3 semaines. Donc j'ai vu que vous aviez fait une super campagne de crowdfunding qui a hyper bien marché. Si je me rappelle bien, vous attendiez de récolter environ 20 000 €, c'est ça ? Et vous avez dépassé les 30 000 €. C'est ça, exactement. Ouais. Comment t'expliques ce succès ? Moi, j'ai adoré faire une campagne de crowdfunding. Voilà, faites des campagnes de crowdfunding, c'est génial. Bon, après, ça demande vraiment beaucoup de travail. En fait, c'était vraiment à l'issue du programme Mediastart, justement, qu'on a lancé cette campagne. Donc, quelque part, c'était cohérent que ça soit à la fin. En fait, c'était tout le travail qu'on a fait pendant 6 mois avec ce programme nous a fait faire une campagne de crowdfunding. À la fin, ça nous a donné envie d'aller vraiment beaucoup plus loin. En fait, l'idée de base était qu'on avait cette idée que le numérique ce sont des enjeux qui doivent être accessibles à toutes et à tous. Et s'il fallait démocratiser, il fallait aller dans les kiosques. Il fallait aller jusque dans les kiosques pour faire entendre cette vision-là. On s'est dit, on va faire un magazine papier. Si on fait un magazine papier, on fait une campagne de crowdfunding. Et en plus, une campagne de crowdfunding, c'est justement aussi aller chercher... c'est une campagne de communication, en fait. Nous, on avait déjà une communauté autour de nous de professionnels qui sont convaincus de ce qu'on dit. Mais toucher le grand public, c'était une autre histoire. Donc, le fait de faire une campagne de crowdfunding, il y avait aussi cet enjeu-là de toucher un plus large public, de sortir de notre sphère sur Twitter, de pros qui se parlent entre eux. Et puis du coup, ça nous a obligés aussi à réfléchir à, si on parle au grand public, parce que nous, on a le langage des pros, il y a une autre manière d'en parler pour arriver à rassembler, à fédérer autour de ces sujets-là. Donc ça a été un travail sur notre discours, en termes de com, vraiment. Alors la campagne, je pourrais raconter plein de choses, mais comment est-ce qu'on a réussi à obtenir 30 000 ? Déjà, on a été accompagnés, ça nous a beaucoup aidés. On a rencontré une personne qui est spécialiste des campagnes de crowdfunding. Donc moi, je recommande fortement de passer par des professionnels, parce que c'est vraiment des mécaniques qu'il faut connaître en fait. Si on ne les connaît pas, si on ne sait pas comment ça marche, c'est un peu compliqué, j'imagine, à mettre en place. Et ça n'aurait pas aussi bien marché si on n'avait pas été accompagné.
Et elle nous a accompagnés aussi bien en amont, pour comment est-ce qu'on fait une page, la vidéo, etc., que pendant la campagne où elle nous a coachés. Ça, c'est hyper important aussi. En fait, si je peux donner 2-3 astuces sur une campagne de crowdfunding, le principe, c'est de mobiliser son cercle 1. Ils expliquent tout ça, hein, KissKissBankBank, il y a plein d'articles là-dessus. Mais en gros, en fait, tu sais qu'il y a des proches, il y a les proches, la famille, les amis. Et puis, il y a aussi un cercle un peu plus lointain de pros, par exemple, qui ont entendu parler de toi, avec qui tu as peut-être échangé ne serait-ce qu'une fois. Ces gens-là, en fait, il faut les mettre dans ton cercle 1. Tu établis une liste de ton cercle 1 et tu les sollicites en amont de l'événement. Tu les impliques vraiment en amont, 3 semaines avant le lancement, et tu leur dis: je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous pour que le jour de la sortie de la campagne, vous êtes là, vous contribuez. Alors c'est un peu, faut se faire violence encore une fois, parce que là en fait tu demandes aux gens de payer quand même, c'est pas facile. Mais justement c'est pour ça que c'était vraiment bien qu'on ait une coach, Flora, parce qu'elle nous a vraiment dit: non mais faut y aller, vous n'avez pas le choix. Donc tu as l'impression de spammer les gens, de les harceler, mais en fait la communication c'est de la répétition, ils ont besoin d'entendre ton message, voilà. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à les mobiliser pour qu'ils soient là le jour J, parce que qu'est-ce qui se passe? En fait tu lances ta campagne, il y a des gens qui réagissent tout de suite, qui vont être les contributeurs de la première heure. Et puis à l'inverse, tu vas avoir des personnes qui vont attendre vraiment le dernier jour. Ils vont dire: ah, mais j'ai le temps. Ah, bah, j'ai le temps. Ah, oui. Ah, j'ai plus le temps, je contribue, quoi. Et puis au milieu, en fait, c'est un peu la traversée du désert. Ils appellent ça, dans les plateformes de crowdfunding, ils appellent ça le ventre mou. Et c'est le ventre mou qui est difficile. C'est à ce moment-là qu'il faut aller sans arrêt chercher les gens. Mais en fait, pendant toute la campagne, tu vas sans arrêt chercher les gens. C'est comme une campagne présidentielle, comme une campagne politique. Tu dois aller, tu fais campagne. Donc tu fais campagne, bah, tu vas partout où tu peux, parler de ce que tu fais, dire: on a besoin de vous, partout. Vraiment chercher le maximum d'opportunités. Et en fait, comme tu as une deadline, tu sais que la campagne elle est à tel jour, bah, tu passes ton temps à ça en fait. Et puis, donc, le secret, tu as réussi à mobiliser ton cercle 1. Tu les as bien briefés et tu leur as fait comprendre que leur engagement, c'était de contribuer, même symboliquement, hein, mais de contribuer. C'est ça qu'il faut faire passer comme message, hein. Vous n'êtes pas obligé de contribuer beaucoup, mais si vous, ne serait-ce que symboliquement, ça fait la différence. Et ils contribuent le jour J. Parce que s'ils contribuent le jour du lancement, ça donne un effet d'une campagne qui marche, qui waouh, ça prend tout de suite. Donc là, le cercle 2, c'est les amis de tes amis, les amis de tes amis de tes amis. Ils se disent: dis donc, ça marche bien cette campagne, ils ont été contribués. Et puis, si le cercle 2 prend bien, le cercle 3 prend bien. En fait, c'est vraiment très progressif. Début de campagne, cercle 1. Milieu, cercle 2, à la fin de la campagne, cercle 3. Cercle 3, c'est le grand public, c'est les gens que tu connais pas du tout, ça va être des retombées presse, etc. Et une campagne réussie, c'est une campagne qui a réussi à toucher les 3 cercles. Mais pour que tu arrives à toucher ton cercle 3, c'est que tu as eu un cercle 1 hyper fort. Et donc voilà, c'est 2 éléments importants. Ils peuvent contribuer, même symboliquement, et ils contribuent le jour du lancement. Il faut être pédagogue avec eux, bien leur expliquer. Ils ont compris le message, ils s'engagent. Et alors là, tu as une communauté derrière toi. Et c'est incroyable ce qui se passe. Parce qu'après, le projet, il te dépasse. Ça prend. Et puis les gens, ils sont touchés. Comme ils se sont engagés, c'est un engagement fort, en fait, d'avoir contribué à une campagne. Ils se sentent faire partie de cette communauté. Et puis après, c'est un soutien incroyable. Donc, pour créer une communauté autour de soi, c'est un excellent levier. Moi, je le recommande à 100%. Oui, c'est un excellent levier et c'est aussi un test de savoir si y a des gens qui sont potentiellement intéressés par chute en papier. Donc c'est hyper intéressant et merci pour tous ces conseils parce que je pense que c'est hyper précieux. Je crois que tu avais créé un article aussi là-dessus sur la campagne de crowdfunding. Un article sur LinkedIn, ouais, que j'invite les auditeurs à aller lire. Mais c'est vrai que, pour ceux qui veulent se lancer dans le crowdfunding, mais c'est vrai que c'est hyper important dans ce que tu dis. C'est vraiment le cercle 1 pour montrer que ça marche et aussi eux, ils ont forcément envie de contribuer parce que tu les connais, etc. Et après, ça prend progressivement. Et du coup, merci beaucoup encore pour tous ces conseils. On arrive pratiquement à la fin de notre échange. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer dans des projets entrepreneuriales ou même en tant que freelance, parce que tu l'as été aussi. Donc, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à ceux qui hésitent ou qui sont à 2 doigts de sauter le pas mais qui savent pas trop? Qu'est-ce que je peux ajouter? La confiance, ça vient avec le temps. Donc, faut commencer quelque part et... je sais pas, j'invente rien là, mais faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, faut se lancer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, faut être dans l'action, quoi. En fait, on est aussi beaucoup guidé par le perfectionnisme. On veut que les choses soient parfaites. Elles seront pas parfaites. Elles seront jamais comme on l'a imaginé. Autant essayer tout de suite, quoi, plutôt que de se faire des plans qui correspondront jamais à la réalité, finalement. Et voilà, on fait plein de choses imparfaites tout le temps, quoi. Mais
Je sais pas quoi rajouter sinon. Tu as déjà donné plein de conseils tout au long de notre échange, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la peur de l'échec ou même la peur de pas trop se sentir légitime. Du coup, on attend vraiment d'être au point sur quelque chose pour se lancer ou d'être sûr de soi, etc. Là, dans ce que tu dis, c'est faut pas forcément attendre d'être expert dans quelque chose pour se lancer. Il faut juste se lancer et on apprend au fur et à mesure. Après, je discutais dernièrement avec une femme qui s'appelle Imen Marzi, qui a monté une entreprise qui s'appelle Own Your Cash, qui forme des femmes à devenir business angel. Et elle me disait qu'elle en avait ras-le-bol d'entendre qu'on dit systématiquement aux femmes oser, parce que ça leur met la pression. C'est vrai que j'y avais pas pensé, on entend beaucoup ce discours-là, hein, oser, faut avoir de l'audace, faut y aller. Il y a un vrai côté quand même, on a l'impression parfois de prendre des risques forts. À long terme, finalement, parce que je me disais qu'en fait, ça va pas dans le bon sens de dire ça aux femmes, parce que les femmes, le conditionnement qu'on a, et peut-être même que ça va plus loin qu'un conditionnement sociétal, que c'est plus quelque chose d'anthropologique ou quoi, que nous, les femmes, on n'aime pas le risque parce qu'on a besoin d'assurer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Donc, on veut beaucoup sécuriser. Et cette idée de prise de risque, d'y aller, etc., c'est pas ce qu'on doit entendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre ? J'ai pas encore trouvé. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, créer une boîte, ça s'apprend en faisant. Enfin, dans mon cas, j'ai pas fait de formation là-dedans. J'ai même pas fait d'école de commerce, rien. Je découvre tout. Mais ça se fait. Ça se fait. Il y a plein de réseaux aussi qui existent. Ah ouais, faites du réseau. Il faut faire du réseau. Ah, le réseau, ça change tout aussi. Le réseau, c'est ce que j'ai pas fait pendant longtemps et maintenant, je fais plus que ça, ou presque. Mais je fais pas que ça. Hein. Mais le réseau, c'est hyper important. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Parce que, en fait, le réseau, c'est des investisseurs, c'est des clients, des prestataires. Enfin, ça peut être plein de personnes différentes. Faut pas forcément réseauter pour réseauter. Il faut bien choisir là où ça paraît pertinent pour soi, pour son business. Mais puis c'est super agréable de se créer un réseau quand on est entrepreneur, on est très seul. Donc avoir un réseau autour de soi, des gens qu'on voit souvent, c'est aussi se construire un univers professionnel. Ça fait du bien d'échanger, de parler avec d'autres personnes, etc. Donc réseau. Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un réseau, comme tu dis, ça permet d'être entouré, de se sentir moins seul et aussi, toi, potentiellement, de trouver des clients, des prestataires ou des investisseurs. Mais c'est pareil, il faut se lancer pour aller réseauter et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on on apprend beaucoup des autres, donc il faut surtout pas hésiter. Donc j'aime bien poser cette question parce que donc le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi. Donc c'est pour un peu aller à la recherche de l'inspiration, de son inspiration. Est-ce que toi, tu as des choses qui t'ont inspiré récemment ou qui t'inspirent tout simplement dans la vie, que ce soit, je sais pas, des livres, des films ou des personnes même, que tu aimerais partager avec les auditeurs et qui pourraient potentiellement servir à plus de monde? Moi, dans mon réseau, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Merette Buljo, qui travaille à la BPCE et qui est aussi présidente d'une association qui s'appelle Digital Ladies Analyze, qui est une association de femmes qui travaillent dans le digital, qui sont soit entrepreneurs, soit dans des entreprises, qui prônent la mixité dans la tech. Et cette femme, elle est extraordinaire. Franchement, elle est d'un soutien incroyable. Je suis vraiment touchée par cette dimension de sororité que je peux trouver chez elle et chez ces personnes-là qui font partie de cet écosystème, cette association. C'est bien d'avoir du soutien, c'est génial d'avoir du soutien de femmes entrepreneurs. Je trouve ça génial de voir que les femmes sont solidaires et qu'elles s'épaulent, qu'elles se donnent des conseils. J'adore ça. Donc voilà, je dirais que c'est elle qui m'inspire beaucoup en ce moment. Elle ose, en plus, pour reprendre cette idée d'oser, elle ose faire plein de choses. Elle a une capacité à fédérer beaucoup de personnes autour d'elle que je trouve assez dingue. Ok, je mettrai ça en description de l'épisode pour qu'on aille découvrir un petit peu son parcours. Je t'avoue que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas non plus l'association, donc je vais aller jeter un coup d'œil. Et donc pour finir, pour les personnes qui ont envie, les auditeurs qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi, ou sur Chute, ou les chuchoteuses, qui ont envie de te poser des questions par rapport à l'épisode ou par rapport à autre chose, comment on peut te retrouver? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es plutôt mail, LinkedIn? Enfin, qu'est-ce que tu préfères? Peu importe, je suis sur Twitter, Sophie _chute. Je suis sur LinkedIn, Sophie Comte.
Voilà, faut pas hésiter à me contacter. Et puis après, j'ai envie de dire que j'ai un magazine qui sort dans 3 semaines. Donc, il n'est pas en kiosque dès le début, là. On espère bientôt, mais pas tout de suite. Mais on peut le trouver en ligne sur chute.eshop.media. On peut le trouver sur chute.media aussi. Et on a des beaux tote bags. Et la une de ce premier magazine, ça sera la femme et l'avenir de la tech. Voilà, avec un dossier central sur les femmes et le numérique. Donc, un numéro féministe. C'était important pour vous de commencer avec ça. C'était important d'affirmer haut et fort notre positionnement dès le départ. Et les places aussi des femmes dans la tech qui sont potentiellement pas trop présentes. Exactement. On voulait vraiment faire une large place à ce sujet et que ce soit pas un sujet traité à la marge. Pour nous, c'est au cœur de notre ligne édito. Super. J'invite les auditeurs à aller voir ça. Je vous souhaite du coup plein de belles choses pour la suite et un bon lancement. Merci beaucoup. Merci à toi, merci d'avoir pris le temps et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.